excusez-moi, je suis Marie-Solange Bess, je co-anime avec Pierre Giovanni la Maison Laurentine, qui est un centre de recherche et de création artistique, ça va là, et de création artistique. Et par ailleurs, je représente ici le réseau SLAM, et je dis je représente parce qu'il y a aussi d'autres représentants qui sont Pascal Dubreuil et Rania Capus, qui sont deux praticiennes de thérapie complémentaire. D'ailleurs, on est assez séduit par le terme de professionnel de santé complémentaire, hein, on peut aussi. Docteur Jean-Pierre Sabot, qui est là, qui est un médecin interniste, qui vient de Belgique, sorti comme ça. Et puis, je ne sais pas si Hugo Lubomir, voilà, qui est tout à fait en haut, également des médecins, chirurgiens dentistes. Et puis tout le reste de l'équipe qui n'a pas pu venir, ce sera l'année prochaine, on n'a pas assez de sous quand même, donc on a un tarif préférentiel. Merci beaucoup à toi, Isabelle. Merci de nous avoir invités. Bon, je suis chargée de vous présenter plutôt prescription sociale et art, mais je pense que c'est important de faire la relation entre art et soin, qui est une très délicate relation. Je vais commencer par en préambule, et je vais vous dire pourquoi c'est délicat. C'est délicat, déjà premier niveau, on peut dire que la relation instituée entre art et soin, c'est une subtile rencontre de deux mondes antagonistes. Et c'est pas moi vraiment qui le dis, je me suis servi de deux philosophes de l'école de Francfort, des années 50, vous voyez, ça date déjà un peu, qui sont Adorno et Horkheimer, et qui tiennent à peu près le propos suivant. Pas dans le texte, hein, vous en doutez bien. En fait, l'art peut ouvrir un espace de liberté dans un système de santé qui, lui, est fermé, enfin relativement fermé, qui est dans le contrôle et qui obéit à une logique qui s'appuie sur trois piliers rationnels. En effet, il y a le premier pilier, c'est celui du savoir médical. Et vous savez qu'il a toujours tendance à enfermer le patient dans sa pathologie. Tout comme il a tendance à informer les soignants, à enfermer les soignants dans un rôle strictement technique, même si c'est une technique très pointue. Le deuxième pilier, eh bien, c'est la raison économique qui engage un système de soins à considérer que le patient, c'est au mieux un profit, au pire une perte dans les bénéfices, et par ailleurs, il considère aussi que le soignant, c'est de plus en plus un gestionnaire de service, on peut voir quand même la quantité de paperasses qu'il doit remplir, et une variable d'ajustement. Ça n'échappe pas à l'heure actuelle au mode de gestion des personnels. Le troisième pilier, c'est le pilier juridique. Parce que là aussi, le système de soins a tendance à identifier le patient à un potentiel plaignant. Vous savez, une judiciarisation de ce secteur-là. Et du coup, à réduire la relation de soins à un protocole extrêmement bien défini qui a pour objet de protéger le patient, certes, mais aussi le soignant et l'institution. Tout ça, pas dans une volonté délibérée d'être violent, vous vous en doutez bien, ni avec le patient, ni avec le soignant, mais c'est un état de fait. Donc, quand on introduit l'art dans un milieu de soins, que ce soit de façon passive, par exemple par une attention particulière au design des lieux d'accueil et d'hospitalité, ou de façon active, en autorisant le patient à être une personnalité en tant que telle et à s'exprimer et à être irréductible à une étiquette, on introduit par là même, grâce à l'art, un espace de liberté et de résistance qui s'oppose tout simplement à la raison. Voilà. C'est quand même compliqué. Vous voyez que la relation, elle peut être tendue. Donc, introduire un artiste dans un établissement de soins, il faut se dire que ce n'est pas introduire une compétence normée, mais c'est introduire une différence inattendue et parfois imprévisible dans un monde de contrôle. J'en arrêterai là pour cette démonstration. Bien, le deuxième point, c'est prescription sociale et art. C'était magnifique, heureusement, on a une excellente définition. Une excellente définition de la prescription sociale, mais j'ai envie de revenir. En fait, nous avons envie, ensemble avec le réseau social,
de revenir sur ce thème de prescription. En effet, la prescription médicale, par extension, donc la prescription sociale, qu'est-ce qu'elle évoque pour un patient, par exemple comme moi? Elle évoque, comme tout ordonnance, comme une ordonnance médicale, une espèce d'obligation de répondre au commandement qui vous est fait de suivre un protocole pour retrouver la voie de la guérison. C'est un acte d'autorité pour un patient. C'est pareil, on dit adresser un patient à un confrère. Voilà, je veux dire, moi je suis patiente, c'est comme adresser un colis à un destinataire. Ce terme d'adressage, je sais qu'on l'utilise, mais c'est assez difficile. C'est pareil, quand vous rentrez à l'hôpital, on vous met un bracelet, on vous donne un numéro, on vous fait passer dans un tunnel de procédures qui sont tout aussi rassurantes que déshumanisantes. C'est quand même, là aussi, un petit peu difficile. Donc vous comprendrez, je dirais, un peu les raisons pour lesquelles, notre propre réseau, on considère que qualifier de social ou d'artistique ou de culturel ou de prescription, c'est quand même une difficulté particulière, parce que là où le médecin prescrit, bien souvent le thérapeute de pratique complémentaire il conseille et l'artiste il invite. Donc vous voyez le monde qui sépare, mais en même temps ce monde se retrouve fort heureusement, je dirais, dans les pratiques de terrain, au-delà des mots bien évidemment. Mais on fait toujours attention au niveau de cela à l'usage du vocabulaire qui bien souvent, par une espèce d'habitude, se perpétue et peut devenir maltraitant par rapport à un patient qui, lui, ne veut pas être considéré comme un objet passif, mais comme un sujet acteur de sa propre guérison et de prendre en charge également le volet sur l'auto-guérison avec l'aide des autres. Voilà sur les raisons de ce préambule. Et j'ai peur que c'est une espèce de pas de côté. Et maintenant, je vous propose peut-être qu'on regarde comment la question d'art et soin, les relations art et soin se sont organisées un petit peu au fil du temps, parce que c'est bon de regarder aussi un peu en arrière, et puis qu'on s'interroge quelques minutes à la fin sur le devenir de toutes ces expérimentations dans un contexte économique, politique et social où rien n'est jamais acquis. Alors, juste avant de vous montrer, de parler de ces quelques illustrations, que je n'ai pas illustrées d'ailleurs, excusez-moi, je n'ai pas eu le temps de vous faire des jolis dessins, etc. Peut-être un peu d'histoire. En France, et peut-être également en Angleterre. Alors, en France, rappelons-nous, 1959, c'est la création du ministère de la Culture. C'est pas si vieux que ça. André Malraux, et dont on considère que ça ouvre les voies d'un réenchantement du social par l'art et la culture. C'est une promesse extraordinaire. Ça s'est concrétisé par tout le mouvement de démocratisation culturelle, c'est-à-dire l'accès, vous savez, l'accès de tous à la culture, mais en fait aux classes moyennes. Et il a fallu attendre 40 ans, quand même, pour passer de la démocratisation à la démocratie culturelle, qui n'est rien d'autre que simplement la prise en compte des besoins psychologiques de public, souvent d'ailleurs plus vulnérables, en difficulté, parce qu'ils ont eu des parcours de vie chaotiques, et plus particulièrement des publics aussi empêchés, je n'ai pas fait de slide, des publics empêchés, soit parce qu'ils sont en EHPAD, à l'hôpital, en milieu psychiatrique, voire même publics captifs en prison. Donc c'est allé vite, hein, mais en 2000, vous voyez, 40 ans après, on voit apparaître, sous l'impulsion de Drottmann, qui était ministre de la Culture, et de Kouchner, ministre de la Santé, un programme qui s'appelle, je ne l'ai pas mis encore là, un programme qui s'appelle Culture à l'hôpital, 2000. En 2010, ce programme devient Culture et Santé. On élargit, on le sort de l'hôpital, donc on couvre plus largement le champ. Et en 2024, c'est récent, c'était l'année dernière, ce programme est devenu Culture, Santé, Autonomie, avec la future apparition hypothétique 5e risque autonomie. Et pour l'essentiel, ça a consisté en l'organisation de résidences d'artistes, parce que au sein des établissements sociaux et médico-sociaux, parce que ce qui s'est passé, c'est que ces conventions nationales ont été déclinées au plan régional et ont permis des jumelages extrêmement féconds entre les ESMS, les établissements sociaux et
financiers et les opérateurs culturels, mais sur la base de projets qui étaient conçus et réalisés ensemble. Donc ça, c'est assez remarquable et assez, je dirais, assez nouveau. Alors, il y a un seul bémol de cette affaire-là, c'est que, il ne faut pas croire, l'art est resté quand même malgré tout à la marge de ces ESMS. Parce qu'ils ont été moins intéressés, la plupart du temps, faites attention, je ne généralise pas, parce que la plupart du temps, ces institutions ont été plus intéressées, ont été moins intéressées par l'évaluation des effets que pouvaient avoir ces activités artistiques sur à la fois la qualité de vie des personnels et sur l'évolution des résidents que par le volet communicationnel et publicité. Donc, en fait, c'était de temps en temps un affichage de différenciation des établissements sans aller pouvoir vraiment voir quelque chose de bénéfique. Voilà, donc je vous ai parlé de ça, donc on va pouvoir passer aux autres dispositifs qui sont apparus dans la foulée. Qu'est-ce que vous voyez dans la foulée? Excusez-moi. On voit arriver les passes. Les passes, ce sont les permanences d'accès aux soins de santé qui ont été créés en 2007, les premiers à l'hôpital de l'Étiole, ensuite à Saint-Joseph, en même temps à Saint-Joseph, aux hôpitaux civils de Lyon, qui sont souvent quand même en avance en petit, et qui ont instauré une consultation sociale. Ce n'était pas une prescription à l'époque, ça s'appelait consultation sociale, couplée à une consultation médicale de premier recours, qui s'adressait à des publics particulièrement en difficulté, et puis comme il a été dit, en relation avec des associations externes qui travaillaient bien souvent en prenant appui sur des actions artistiques et des groupes de soutien. Voilà, donc c'est intéressant, parce que ensuite c'est devenu effectivement la prescription sociale, et c'est devenu particulièrement à partir de l'expérience anglo-saxonne, qui a parlé de prescription sociale à peu près dans les mêmes périodes, mais nous on avait à l'époque la consultation. Ensuite, je vais voir, on va passer à art sur ordonnance. Art sur ordonnance aussi. Ça apparaît dès 2018 au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Souvent, le Québec est en avance, et ils ont été le premier à accueillir les publics dans le cadre d'une prescription muséale. Donc, c'était bien précis. En 2022, le MOCO, c'est le Musée d'art contemporain de Montpellier, en relation avec une direction de la psychiatrie, ont décidé d'inaugurer le premier dispositif, la art sur ordonnance au MOCO, ça s'appelle art sur ordonnance, donc c'était très très explicite, mais ces deux structures avaient une intime conviction qui était celle d'une impérieuse nécessité, à la fois de sensibiliser le public à l'importance de l'action artistique dans le domaine de la santé mentale, et d'autre part de l'impérieuse nécessité de faire sortir les patients du domaine fermé de l'hôpital psychiatrique et les ouvrir sur toutes les pas les institutions culturelles, mais sur le monde et la vie culturelle extérieure. Les mêmes choses ont été réalisées au CHU de Rennes, de Lille. Alors, je ne sais pas ce qui se passe à Nice, mais à Nice, semble-t-il, cette question de prescription muséale a l'air d'être assez dynamique, en tout cas dans les propos, au sens où le 25 février l'an dernier, il y a eu un grand colloque sur la prescription artistique. C'est assez intéressant, et la prescription muséale. Et il y a aussi un club, je ne vais pas vous dire quel est le club si ça vous intéresse, qui a sorti récemment un dossier qui fait le point sur la prescription muséale en France et dans le monde. Voilà. Alors, après, toujours c'est un peu plus tard, on voit apparaître, on en a parlé légèrement l'année dernière, le Carré Museum. C'est d'inspiration encore anglo-saxonne et américaine. Bon, le musée, de toute manière, par essence, c'est un lieu de soins. C'est le lieu de soins des œuvres muséales qui sont confiées et du soin de la scénographie que l'on accorde pour présenter ces œuvres au public. D'ailleurs, le British Museum parle de care of collection. Donc, du soin de l'œuvre au soin du patient, il n'y a qu'un pas très rapidement qui a été franchi par les musées pour effectivement créer le Carré Museum, et ça s'est déjà concrétisé très rapidement au musée des régions de Philadelphie
et à nouveau au Musée des Beaux-Arts de Montréal, encore plus récemment. Et il y en a d'autres maintenant qui revendiquent ce titre, tous en se disant que c'est important que ces espaces soient des espaces inclusifs. Enfin, j'espère, heureusement, parce que si ce n'était pas inclusif, on se demande si l'art n'était pas inclusif, ça serait quand même gênant, enfin, de d'autres points de vue. Mais avec des modalités, je dirais, de médiation adéquates et particulièrement thérapeutiques, et dans le sens du mieux-être de leurs usagers. Ce qui fait que ça a amené les musées à élargir, à développer, à ouvrir leur gamme de diffusion et de programmation, par exemple en faisant des ateliers de yoga art, ou des siestes musicales. Vous n'avez pas une sieste musicale, mais il faudrait y penser la prochaine fois plutôt que de vous dire quelquefois. Et puis des séances de sophrologie, de qigong. Bref, ces musées sont devenus des lieux de nouveaux possibles et de façon légitime. Voilà. Enfin, plus récemment, on voit de nouvelles prestations. Alors, ça, c'est de nouvelles prestations à caractère commercial qui apparaissent sur le marché. Alors, quand un marché s'ouvre, c'est qu'il y a une niche. Ça commence à faire son chemin. La restauration commence à faire son chemin. Je vous cite deux exemples. En 2022, il y a l'émergence d'une offre de formation de médiation culturelle dite différenciante. Quand on entend différenciante, on va mettre entre des guillemets, mais on est déjà dans, voilà, j'ai une meilleure image de marque que mon voisin. Et ça, à destination des responsables de musées. Oh, il y en a un qui s'endort là, excusez-moi. Bon, et puis, il se met. Ça a été fait par une société privée qui s'appelle Mindful Art. Et encore plus récemment, c'est l'année dernière, aussi c'est intéressant, création en 2024 d'un DU de prescription culturelle à soins, mais cette fois-ci par l'université Claude Bernard Lyon 1, sous l'impulsion d'un professeur ophtalmologue. Bon, c'est quand même intéressant. Alors là, c'est vraiment des choses très très médiatisées. Je vais vous parler, si vous voulez bien, si vous êtes encore choc, de quelques des prestations qui sont hors les radars, hors les murs, en milieu rural, juste quelques expériences tirées des manifestations de la Maison Laurentine, où effectivement on fait de ces manifestations un moyen de développer des modalités de rencontre entre des formes d'art et des histoires individuelles et collectives singulières. Voilà. Alors, quelques petits exemples. Voilà. Premier exemple, expert dans l'expert. Ça consiste en quoi? Ça consiste à demander à des personnes qui ont eu des parcours de vie chaotiques de quitter l'exposition et de choisir une œuvre et d'apporter leurs commentaires. Et c'est assez intéressant parce que qu'est-ce qui se passe? La liberté de parole, l'absence de jugement de ces personnes provoque le surgissement bien souvent de paroles inédites, étonnantes, d'émotions rares et ouvre de nouveaux modalités d'échange et de conversation entre des gens normalement habitués aux visites d'exposition et puis des gens qui habituellement ne mettent pas les pieds. Et c'est assez magique. Et ce qui est intéressant, on constate que ces visiteurs font changer de camp l'expertise culturelle officielle, les grands experts, les grands critiques d'art qui sont ici ou là, et en même temps étonnent bien souvent les auteurs de ces œuvres qui ont été commentées. Voilà, on a un vent de fraîcheur et un vent d'authenticité. On va peut-être passer à l'autre slide. Deuxième exemple, alors en fait c'est pas tout à fait ça qui a été présenté, c'est un exemple c'est celui d'un docteur en imagerie médicale qui a décidé d'acquérir une œuvre pour la mettre derrière son bureau face aux patients à qui il avait une annonce assez néfaste à faire et d'installer cette grande œuvre onirique qui est vraiment très grande en pensant effectivement, en faisant ça, cette œuvre apporterait aux patients une sorte d'émotion vitale qu'aucun mot ne saurait égaler. Et on l'a testé parce que cette œuvre elle avait été exposée avant dans notre propre exposition puisqu'elle a été créée y compris à la Maison Laurentine. C'est intéressant parce que par là même,
le médecin, montre effectivement qu'il a pris conscience des limites de son art médical et puis de son savoir-faire pour soulager la personne. Il s'en remet à des instances qui sont à la fois poétiques et émotionnelles, qui enrichissent à la fois le praticien, enfin le professionnel, pardon, et le patient, et créent une espèce de complicité émotionnelle entre les deux. Voilà, là aussi, on respire mieux. Il n'y a pas énormément. Hein. Là, c'était une autre expérience tout à fait à droite, où on a accueilli deux maîtres de grands spécialistes de la médecine chinoise, Patrick Chan et Eric Marié, à la fois pour travailler sur l'art pictural et l'art médical. Donc il y a eu un atelier en calligraphie chinoise, et il y avait tous les soirs des conférences sur la médecine chinoise, la pharmacopée, la nutrition, les massages, l'acupuncture, et voire même l'art de la chambre à coucher. Voilà. Bon, en tout cas, ce qui était intéressant, c'était une approche globale. On voit, après, il y a deux expériences. Cette de gauche, c'est dans le domaine musical. On avait envie de citer l'intervention de Daniel Capellian. Daniel Capellian, c'est un musicien français qui travaille en Corée, qui revient toujours en France, bien évidemment, et qui est très inspiré par les notions d'harmonie, de paix et d'équilibre entre la nature et les hommes. Et on lui a demandé de créer une ode au peuple des arbres, et qui a été jouée ensuite en nocturne, avec pas d'autres visuels et pas d'autres sons que simplement la voûte céleste. Et cette immersion collective nous a permis de ressentir beaucoup plus intensément la musique et d'en percevoir les résonances que ça pouvait avoir en nous. Autre exemple, c'est Musique pour la santé, où à la fois Ninon Valder, qui est une musicienne et une chanteuse, est intervenue en même temps qu'un maître de shiatsu. Un petit problème. Un maître de shiatsu qui ont fait qu'ils ont pu combiner à la fois les approches thérapeutiques et l'approche artistique pour montrer à quel point cette combinaison pouvait amplifier les potentialités du corps et de la conscience uniquement par le son et cette musique. Donc ils s'en servent également pour former des musiciens et décupler effectivement ces capacités qu'ils peuvent avoir, parce qu'il leur faut effectivement à eux aussi du souffle et être toujours en relation avec les autres qui sont en forme orchestrale. Voilà. Je veux simplement montrer quelques exemples, il y en aurait bien d'autres. En tout cas, nous, c'est important d'offrir au public une façon de plonger dans leurs émotions pour à la fois se rendre compte qu'elles pouvaient être splendides et extrêmement complexes. On pourrait se dire, du coup qu'aujourd'hui, la tentation est grande de considérer que l'art s'est enfin imposé dans le milieu médical. Ce serait peut-être sous-estimer les forces de régression qui sont à l'œuvre. Je ne veux pas casser l'ambiance, hein. Il y a quand même un peu de ça. Et en fait, j'introduis ici un peu une note d'inquiétude quant au devenir de ces expériences artistiques qui sont cachées un peu dans le pli du social, qui font ce qu'elles peuvent dans le pli du médical, et qui en même temps se trouvent à une croisée des chemins où on peut percevoir plusieurs risques. Alors, il n'y en a pas 36, il y en a d'autres encore. Je vais tenter de cela parce qu'ils sont assez rudes et on les ressent bien tous les jours. Premier risque, c'est une remise en question parfois radicale, même souvent trop radicale, des droits internationaux. Tous les jours, sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a des tas de gens qui considèrent que c'est plus d'actualité, et également une remise en question, vous le savez, des mécanismes multilatéraux et de coopération et de régulation, et l'OMS en est le meilleur exemple,
Et pour nous, c'est une catastrophe, parce qu'ils sont soumis à des détracteurs de tous bords, alors même que certaines de leurs résolutions et de leurs rapports sont un point d'appui extraordinaire pour les acteurs de terrain que nous sommes. Quand il n'y a pas de cadrage national ou autre international, on peut sortir un rapport, une résolution de l'ONS. La résolution de l'ONS sur les médecines traditionnelles est sortie, c'était extrêmement important. Donc je rappelle quand même qu'il y a le rapport de 2019, beaucoup de regarder 2 minutes, qui concluait quand même au terme d'une analyse des éléments de preuve de 900 quand même publications mondiales sur les bienfaits de l'art dans la santé physique et mentale. Et non seulement considérer que les résultats étaient positifs, mais que bien souvent ces traitements pouvaient être plus rentables que les traitements biomédicaux conventionnels. Et en plus considérer que l'activité, les actions artistiques, bien souvent prenaient appui sur des univers culturels d'horizons différents qui permettaient in fine à des groupes minoritaires qu'on n'aurait pas pu toucher par des programmes de prévention d'accéder à ces publics et de les ramener sur un cheminement de soins et de prévention en matière de santé. Il y a eu le rapport de 2023 aussi, moi je le cite parce que franchement, quand on est avec des partenaires, j'ai beaucoup de le rappeler, qui considèrent aussi que les actions artistiques peuvent faciliter notamment la lutte contre les maladies chroniques. Et l'année dernière, ici dans cette enceinte, je ne sais pas si c'est ici dans cette enceinte ou au GEDCOP, a prouvé à quel point, par exemple, la musique était véritablement efficace, par exemple, dans les problèmes de prévention ou de traitement, en complément bien évidemment, sur les questions de prévention ou d'addiction. Voilà. Donc, et c'est le même OMS, cette même Organisation mondiale de la santé, s'est rendu compte aussi que de plus en plus les professionnels de santé s'appuyaient sur des thérapies artistiques, dès lors que celles-ci avaient quand même fait leurs éléments de santé. Voilà. Le deuxième risque, c'est les coupes sombres. Il y a oui, enfin, on peut même plus dire que c'est coupes sombres, ce serait plutôt coupe claire. Il y a oui, c'est plein dans tous les budgets. Déjà, le premier, ça peut être, par exemple, pour nous, on s'en rend compte, la suppression du budget du programme spécifique culture santé. À ce jour, là, où on vous parle, on n'est pas sûr que cette enveloppe soit maintenue, alors qu'elle a été créée depuis 2010. C'est un véritable problème. Ça peut être la même chose sur les coupes sombres en matière d'accompagnement social. Bon, le poste d'accompagnement social, ça passe en second plan. Donc, regardons ça dans toutes les institutions où on se trouve. Et c'est aussi des coupes sombres chez les opérateurs culturels. Parce que qu'est-ce qui se passe dans les opérateurs culturels? D'année en année, on leur reconduit au mieux les budgets. Et de fait, ça baisse. Voire ça baisse, mais avec une conditionnalité, même quand c'est uniquement la baisse ou autre, c'est d'intensifier des actions à caractère pédagogique, ça c'est noble, mais aussi une obligation de réaliser des accueils thérapeutiques. Et au bout du compte, la première mission de création artistique de production culturelle passe à l'as. C'est un peu comme si on disait à un chercheur, faites de plus en plus de publications, allez chercher de plus en plus de nouveaux contrats pour financer vos contrats de recherche, faites de plus en plus de formations universitaires, et à la fin, il n'y a plus de recherche. Alors, on ne peut pas faire... Enfin, le parallèle est quand même assez beau. Bon, voilà. C'était 2 risques, mais à partir de ça, je pense qu'il va falloir que nous sommes confiants, et d'ailleurs, ici, toutes les personnes qui sont intervenues ont donné confiance, pas redonné, parce qu'on était revenu avec beaucoup de confiance, mais je pense qu'on peut être confiant à plusieurs titres. On peut être confiant dans notre capacité à résister à ces forces régressives. On pourra reprendre les termes de ce matin, continuer à tenir debout et apprendre à faire face. Et ça, on peut le faire, ça a été dit pendant toute la journée, on peut le faire grâce effectivement aux usagers, à leurs familles, aux professionnels de santé, aux praticiens de santé extrêmement engagés, voire à des élus aussi, parce que c'est vrai qu'il y a des élus qui s'impliquent pas mal, et on voit qu'on peut avancer lentement mais sûrement pour faire bouger les lignes. Lentement mais sûrement, presque à visage masqué comme une résistance. Mais
c'est le seul moyen pour arriver peut-être à cette société créatrice de santé, Isabelle, que tu appelles les vœux avec les nôtres. Conscient aussi de notre capacité à apporter ces foutus éléments de preuve des bénéfices des interventions artistiques dans une situation de soins, en complétant, souvent quand on présente une action artistique dans un établissement de soins, on décrit la démarche, on dit voilà comment ça s'est passé, etc. Mais on oublie de se donner des outils d'évaluation qualitative, méthodique, assez rigoureux et reproductible, pour effectivement apporter des éléments de preuve sur les expressions du vécu et des observations qui ont pu être faites quasiment à 180 degrés par le patient, par son environnement, par les professionnels de santé qui le suivent et par les praticiens complémentaires. Il faut qu'on ait impérativement, pour conforter cette confiance, cette démarche-là. Et puis, restons confiants, je dirais, dans la démarche engagée par l'OMS, avec l'aide de Action United et puis d'autres organismes au plan international, pour sortir cette résolution de santé intégrative. Moi, c'est moi. Bon, en fait, vous l'aurez compris, avec le réseau social que je représente avec des collègues, on est convaincus de l'importance à la fois de résister positivement, constructivement, d'agir localement, mais sur la base de fondements qui soient extrêmement solides au plan national et international. Et s'il n'y a pas national, on s'appuiera sur l'international. Et on est convaincu aussi de l'importance de cette alliance thérapeutique qui conserve, bien évidemment, on dit toujours, les meilleures médecines conventionnelles et médecines et thérapies complémentaires, en n'oubliant jamais, effectivement, l'art, mais ça c'est acquis, l'art, mais aussi le sport et la nature, bien évidemment. C'est pas pour rien qu'on s'appelle le réseau de santé intégrative art et nature. Voilà. Je vous remercie de